Accrochez-vous parce que ce sujet-là, il est costaud. Hein. Les marchés, on voit des signes forts. Un nouveau Bretton Woods en vue. Ok? L'or et l'argent ont perdu 5 900 milliards de dollars de capitalisation boursière en 30 minutes hier. Nous venons d'assister à la disparition d'une richesse équivalente au PIB combiné du Royaume-Uni et de la France en moins de temps qu'il faut pour faire cuire une pizza. Pas commander, mais faire cuire. Alors, prenons l'exemple de l'or. Voici à quoi ressemblait une charte court terme lors de cette chute. Donc là, c'est sur 9 jours, on va dire, la charte, ok? Ce que vous voyez ici, c'est que chaque chandelle comme ça que vous voyez, chaque ligne, elle représente 1 heure, d'accord? Dans le temps. Et là, dans cette heure-là, le 29, il y a eu une chute de 10%. Alors, 10% de volume sur le prix de l'or, etc., c'est quand même conséquent vu le prix de l'or aujourd'hui. Tu vois? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de l'or. C'est là. Et là, parce qu'il y a eu ça, il y a eu les complotistes qui sont sortis, et puis il y a eu les mainstream qui sont sortis. L'or, galère, c'est pas bien, et tout, et tout. Alors là, comme ça, on dirait que c'est la fin de l'or si on se base sur des annonces de médias mainstream ou autres, mais pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut prendre de la hauteur et de la distance. La charte ci-dessous donne des prix des 10 derniers jours, la charte ci-dessus. Mais qu'en est-il sur 9 ans? Donc là, on commence à 2017. Okay? En 2017, on est quelque part autour de 1400 à 1600. Une once d'or. Okay? Voilà. Ting. Moi, ça me rappelle furieusement la charte du Bitcoin en 2020, tu vois. C'est en train de partir en parabole, le truc. C'est en train de décoller comme ça. Et alors, donc, du coup... Oui. Vas-y, est-ce que tu as terminé? Parce que moi, j'ai 2 questions là de quelqu'un qui n'a pas beaucoup. J'ai pas terminé, mais vas-y, pose tes questions. Est-ce que tu peux revenir au premier graphe, s'il te plaît? Yeah. Donc, là, on se focalise sur cette grosse chute là qui apparaît en 30 minutes, mais est-ce que les 9 jours précédents, où on passe, si j'ai des bons yeux, de 4 700 $ à peu près en bas à combien? 5 000, je vois pas bien, 600. Est-ce que déjà, ça, c'est pas une anomalie en soi? Oui. C'est justement ce que je dis, c'est une anomalie en soi. C'est-à-dire que le prix, il a monté tellement violemment ces derniers temps qu'une chute comme ça, c'est rien, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a les spéculateurs qui ont commencé à mettre les mains dedans, et quand les spéculateurs mettent les mains dedans, la volatilité explose. Donc là, ce qui s'est passé, cette grosse chute, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Oh là là, c'est bon, on a fait un gros bénéfice ». On vend ce qu'on a, et puis il y en a d'autres qui ont dit t'as vu, ils vendent, donc on vend, et en fait c'est ça, c'est un emballement qui fait qu'en 30 minutes... C'est plus compliqué que ça. C'est plus complexe que ça. Des fois tu as des gens qui parient, justement on va parler des marchés dérivés, ils parient sur la montée du Bitcoin ou la baisse du Bitcoin, tu vois, ils font des paris avec des sommes, tu vois, et donc ils utilisent ce qu'on appelle un leverage, mais on va parler de tout ça après, mais en gros, quand ces gens-là, ils dépassent leurs limites qu'ils peuvent couvrir avec l'argent qu'ils ont misé, leurs comptes sont liquidés. Donc, du coup, des grosses sommes sont liquidées d'un coup. Et du coup, si eux, ils ont misé pour le prix vers le haut et que le prix commence à chuter, eux, ils se font liquider. Mais en liquidant, il y a de l'offre qui apparaît, poussant le prix encore plus vers le bas. Et donc, du coup, ça déclenche une cascade qui fait liquider de plus en plus de comptes, et chaque compte qui liquide, ça fait liquider un autre, etc. Et jusqu'à ce que tout se vide, ça se pète la gueule, et après, pouf, ça remonte. Et ils font ça régulièrement, les marchés, parce qu'il ne faut pas oublier, le marché, c'est casino, et à la fin, c'est toujours le casino qui gagne. Donc, le casino fait ça régulièrement pour vider les marchés, pour pas qu'il y ait beaucoup de monde qui gagne comme eux. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et justement, c'est ce que j'allais montrer. Donc, on a vu la charte sur 10 ans et on a vu que l'or, là, il est en train de se comporter d'une façon comme on n'a jamais vu. Tu vois? Et donc, parce que là, on dirait qu'il part en parabole et que bientôt, il va atteindre l'infini. Sauf que cette charte crée une illusion de par la façon qu'elle pose les courbes et ce qu'elle prend en compte. La charte ci-dessus se base sur la variation du prix. Le prix, ok? Mais ce dernier est moins important que les variations en pourcentage. Pourquoi? Parce que si je vous dis que l'or était à 100 $ l'once et il est passé à 200 $ l'once, on a juste 100 $ de différence. Mais on a 100% de différence en termes de valeur, ce qui veut dire, si tu avais pour 1000 $ de l'or, tu as maintenant 2000. OK?
Alors que quand l'or passe de 5000 à 5500, ça fait 500, donc ça fait 5 fois plus en différence. Ouais, sauf que ça représente juste 10%. Et donc, si tu avais 1000, tu vas avoir 1100. Alors que la différence du prix était 5 fois plus grande. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les chartes. Normalement, si on veut regarder ce qui se passe, on n'utilise pas les chartes qui se basent sur la variation des prix, mais sur les chartes logarithmiques qui se basent plutôt sur un pourcentage. Okay? Et si maintenant on regarde l'or depuis 50 ans sur une charte logarithmique, on est en train de voir que l'or a déjà fait ce genre de mouvement. Et si on regarde les moments où il a fait ce mouvement-là, c'était des moments assez difficiles pour l'économie. Tu vois, donc là, déjà en 72, même là, si tu peux voir... C'était le pic pétrolier. Enfin, c'était la première crise pétrolière. C'est ça, ouais. Et ensuite, ouais, voilà, c'était toute cette période-là. Et après, il est allé sur le côté. Et puis après, en 2000, il a recommencé parce que les gens, ils ont commencé à avoir peur, etc. Après, il s'est restabilisé. Et là, du coup, quand on regarde l'or avec ce regard-là, ce qui s'est passé aujourd'hui n'apparaît même pas, en fait, sur la charte. Tu vois ce que je veux dire? Ce mouvement gigantesque que les spécialistes disent que c'est la fin de l'or, ou je sais pas quoi. Donc, par contre, on a un signe clair ici sur il y a quelque chose qui se passe. Cette montée de l'or de ces derniers temps est un signe fort sur une transformation plus profonde de l'économie. Okay? Donc, il faut qu'on garde un œil sur ça. Et pour avoir une image de l'ensemble plus cohérente, on va regarder ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Okay? Ça c'est cohérent. La charte avec 1 heure. Okay? C'est comme la toute première sur l'or. Donc, chaque ligne ici, c'est 1 heure. Et comme on regarde ici, là, ça fait 1 mois, en fait. C'est sur 1 mois. Sur 1 mois, on dirait que là, c'est en train de se péter la gueule violemment. On est d'accord? Hein? Si tu regardes ici, tu te dis c'est la fin, tu vois, il faut tout vendre et tout. Sauf que si on regarde avec la même distance et on prend une charte beaucoup plus long terme, on regarde que le Bitcoin n'a pas arrêté de monter de façon régulière. Et la moyenne, c'est la ligne bleue, et toutes les variations que vous voyez ici, okay, elles sont provoquées par la spéculation, par les mouvements des médias, par les marchés, etc. Mais la moyenne, oui. Parce que là, c'est exprimé en quoi? C'est en euros, c'est en dollars US, je suppose, en dollars US, non? Ouais, dollars. Parce que y a toujours ce problème-là quand on a ce genre de graphique, c'est-à-dire que soit c'est l'or qui monte, soit c'est le dollar qui descend en fait. Et est-ce qu'on est capable de distinguer l'un de l'autre? C'est pour ça que c'est important de regarder. C'est pour ça que c'est important de garder un œil sur l'or aussi. Alors, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en termes d'achat physique, si tu achètes une maison, par exemple, vous savez, la monnaie, elle a changé sa valeur. Et par exemple, une maison qui valait, on va dire, allez, je dis n'importe quoi, 50 000 il y a 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui, il va valoir, par exemple, 250 000 euros, dollars, qu'importe. Dans 1 million, quoi. Voilà, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, si tu le convertis en termes de la valeur d'or, c'est le même poids d'or à peu près pour la même maison. Donc, c'est pas tant l'or qui monte que la variation de la monnaie qui change. Tu vois? Donc, ok. C'est-à-dire que ce qui est vraiment mobile, là, ce serait plutôt la monnaie fiduciaire. Ça reste quand même un peu plus compliqué que ça parce que les stocks d'or varient aussi. Donc, il ne faut pas ignorer ça, tu vois. Les stocks d'or changent aussi parce qu'on mine l'or, voilà. Mais en tout cas, là, je vous ai sorti une charte encore plus long terme qui prend le Bitcoin, par exemple, quand il était encore à $120. Okay? Je vais tracer une ligne ici, okay, en prenant le prix de tout début et voir si je peux sortir une moyenne, tu vois. Regarde ça. Tu vois? Donc là, la ligne bleue, c'est la moyenne. Tout le reste, c'est spéculation, tu vois. Certains placeraient même cette ligne un peu différemment. Ils te diraient, ils feraient quelque chose plutôt comme ça, hop, avec les supports et les choses comme ça, on va dire, pour te dire que ça, c'est la moyenne, et puis de temps en temps, quand ça passe en dessous, c'est plutôt un signe qu'il va monter, etc., etc. Mais là, on est sur une moyenne progressive, le Bitcoin, dans une charte logarithmique, c'est-à-dire qui prend en compte les pourcentages, pas les variations de prix. La montée en pourcentage a été régulière depuis son début. Okay?
Si j'enlève le logarithmique, là, ça ressemble plus à rien. On est d'accord. Parce que là, on alors voit du même coup, plus ce qui se passait au début. Qu'est-ce qu'ils vont conclure de tout ça? Parce que c'est bien. Okay, Qu'est-ce qu'ils font conclure? C'est que la demande est en train d'exploser pour tout ce qui n'est pas monnaie. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a une peur de la valeur de la monnaie. Les gens cherchent à mettre leur pognon là où ils espèrent qu'ils vont en perdre le moins possible. Mais il y a un nouveau sujet qui s'est ouvert maintenant officiellement, okay, qui est un sujet qui dans le milieu de la finance, il est très connu et on en parle très souvent, mais il n'est pas souvent évoqué en tant que sécurité nationale. Okay? Le général Flynn, parce que la question à se poser, c'est s'il y a toutes ces demandes pour l'or, pourquoi il y a ces grosses variations de prix comme ça, tu vois? C'est pas logique. Pourquoi le prix, il fait ces choses-là? Parce que les prix sont manipulés. Mais par qui, comment? Bah justement, le général Flynn pose des questions. Et il dit, la vente à nu constitue une menace pour la sécurité nationale. Donc, vente à nu, il parle de marché dérivé. Je vais vous expliquer après ce que c'est qu'un marché dérivé. Et donc, la vente à nu constitue une menace pour la sécurité nationale car elle s'apparente à de la contrefaçon financière. Il faut mettre fin à cette pratique et les personnes impliquées doivent être sévèrement punies. Okay? Il dit ça et en disant ça, il cite un poste. Le poste qu'il cite, c'est celui-là, que malheureusement le preview ne marche pas, mais c'est celui-là, en gros le poste. Okay? C'est le général Flynn, il cite ce poste et il ajoute son message. Qu'est-ce qu'il dit ce poste? À l'ère de menace pour la sécurité nationale, êtes-vous attentif? Wall Street donne actuellement une leçon magistrale sur la vente de choses qui n'existent pas. Que vous vous intéressez à l'argent ou au MMTLP, je ne sais pas ce que c'est, l'arnaque est la même. Le système croule sous les produits synthétiques tandis que les actifs réels sont introuvables. On va clarifier tout ça, ça sonne bordélique, mais bon. La vente à découvert ou à nu, en fait, pensez marché dérivé. Okay, le marché dérivé, si vous avez écouté le marché dérivé, quand on parle de vente à nu, c'est le marché dérivé qui est le PME des milliardaires. Voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Le PMU, pardon. Où c'est qu'on va faire les paris sur les chevaux et tout ça, tu vois? C'est PMU. Okay. Bah, oui, PMU. C'est le marché des dérivés, c'est le PMU des milliardaires où ils font des paris sur des choses sans vraiment acheter ces choses-là, en se basant uniquement sur la variation du prix. Comme ça, ils peuvent eux-mêmes, de leur propre volonté, avec peu d'argent et beaucoup de moyens, manipuler les prix. On entrera plus dans les détails après. La vente à découvert à nu constitue une menace pour la sécurité nationale car elle s'apparente à de la contrefaçon financière. Sur le marché des matières premières, les contrats papier sont utilisés pour faire baisser le prix des ressources stratégiques telles que l'argent, qui sont essentielles pour la défense et les technologies énergétiques. En inondant le marché d'actions et de contrats fantômes qui n'existent pas, les acteurs malveillants peuvent faire chuter artificiellement le cours d'actions d'entreprises américaines stratégiques dans des secteurs tels que la défense, l'énergie et les biotechnologies. Donc, en gros, ce qu'il te dit, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de manipuler le marché pour endommager des secteurs liés à l'armée américaine. Okay? Comment ça marche? Comment ça marche cette histoire? Parce qu'il faut comprendre ça. Il parle des produits dérivés, donc le fameux PMU des milliardaires. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment ça marche. Imagine que tu aimes le chocolat, mais tu n'as pas envie d'acheter toute une tablette aujourd'hui parce que ça coûte cher, parce que ça fond, etc. À la place, tu fais un pari intelligent, entre guillemets, avec un copain. Et j'insiste sur le mot pari, parce qu'il s'agit juste d'un pari. À aucun moment, il y a un échange de biens. C'est un pari. Le premier cas, le pari simple, comme un contrat à terme ou un contrat futur. Si vous avez entendu parler des marchés dérivés, les contrats futurs et tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Tu dis à ton copain, écoute, dans 3 mois, je t'achète ta tablette à 2 €. Peu importe le prix qu'il aura à ce moment-là. Okay? Et donc, tu fais un contrat futur, tu signes. Si dans 3 mois, le chocolat coûte 4 €, tu as gagné. Parce qu'en gros, tu as payé 2 € et maintenant il vaut 4, donc tu as doublé ta mise. Si ça tombe à 1 €, tu perds. Donc tu payes 2 $ pour quelque chose qui en vaut 1. Okay? Tu n'as jamais touché la tablette, tu as juste bloqué un prix futur sans l'acheter maintenant. Vous comprenez ça? Alors je comprends, mais j'ai une question.
Dans cet exemple-là, le milliardaire qui va au PMU, c'est celui qui veut faire le pari. Mais le copain à qui on fait le pari, c'est qui? Est-ce que c'est un autre milliardaire du PMU? C'est une banque? C'est la bourse? C'est la bourse. C'est qui le casino? C'est les banques. C'est des marchés. C'est des marchés validés. Tu as le CME. Tu as différents marchés où tu peux échanger les contrats futurs. Oui. Nous avons parlé de ça dans l'histoire de GameStop. Histoire de shorting de GameStop, cette boutique-là. Ouais. Nous avons abordé ces sujets. Et à tel point qu'à un moment donné, quand les petits portefeuilles qui sont rentrés dans ce type de paris, des petits gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent en bourse, ils avaient réussi à inverser la tendance sur une boutique ou sur un marché et qui ont commencé à faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Et à ceux qui ont parié sur la baisse du prix de l'entreprise en question. Justement. Mais également aux ceux qui garantissent ce genre de choses. Et qui c'est qui est intervenu à l'époque pour faire gagner le casino? La législation. Ils ont interdit les paris. Ce qui a mis fin au marché libre. Non, ils n'ont pas interdit les paris. Les paris, ça existe toujours. C'est les marchés de dérivés, les paris. C'est tout le marché de dérivés. Oui, mais pour ces trucs particuliers. Ah, pour celui-là en particulier, oui, ils l'ont interdit. Ouais. Mais c'est ça, c'est la loi, elle couvre le casino. La loi couvre le casino. Le casino, c'est les marchés. Et les marchés, ils sont là pour gagner, pas pour que les gens gagnent. Donc ça, c'est le premier cas pour le contrat futur et c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, tu as le deuxième cas. Donc avant qu'on passe au deuxième cas, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une autorité qui décide ça on peut parier, dans telles conditions? Enfin, je veux dire, les modalités de tout ça. Est-ce qu'il y a c'est régulé? Comment ça s'appelle? Il y a le CC quelque chose là. C'est la SEC, la SEC. Ouais, voilà. Okay. C'est Security Exchange Commission, c'est eux. Security Exchange, il parle de sécurité, tu vois, donc il est carrément dans ce domaine-là. Bref, et donc il y a une commission qui est censée surveiller ces choses-là, mais justement, elle fait la loi pour le casino, pour que le casino reste le casino et que ce soit lui qui gagne. Si jamais, comme le cas de GameStop, où tu avais quelques milliardaires contre des millions de gens avec peu d'argent, tu vois, bah, du coup, la balance, elle était un peu plus juste. Là, du coup, quand c'est le petit peuple qui a commencé à manipuler les prix pour niquer les autres en face, là, la loi est intervenue pour dire non. Les marchés sont faits pour que le pauvre perd, pas le riche, ça va pas la tête. C'est ça. On est où là? Tu vois ce que je veux dire? Bref, le deuxième cas. Oui. Qu'est-ce qui implique le premier cas de figure en fait dans le monde réel, tu vois, avec ces paris-là? C'est les contrats futurs. Comme conséquence dans le monde réel. Ok, c'est les contrats futurs. Donc Dema, peu importe si tu as acheté beaucoup de chocolat à deux et que du coup à terme. Mais tu comprends, à la fin, les milliardaires, ils ont même pas besoin d'acheter les trucs en fait. C'est-à-dire ils n'achètent pas les trucs, juste ils parient. Et il faut enlever de la tête que ce système de dérivés, il a un rapport quelconque avec les produits en soi. Par contre, il influence le prix parce que tu peux gagner énormément d'argent avec les trucs futurs et avec cet argent, aller toucher le prix de l'autre côté. Ou, mieux que ça, tu paries dans les marchés futurs. Si c'est un marché avec pas beaucoup de liquidité, tu vas dans les marchés futurs et de l'autre côté, tu vas manipuler toi-même les prix pour les emmener dans le sens où tu veux. Les milliardaires, les grands portefeuilles, etc., peuvent faire ce genre de choses. Le petit ne peut pas faire ça. Mais en vrai, est-ce que ça va faire exploser le prix du chocolat pour quelqu'un qui ne joue pas en bourse, du chocolat réel? Ce type de manipulation. Dans ce cas précis, ça n'a aucun impact dans le chocolat. Plus tard, ça impacte de façon spéculative, temporaire, le prix. C'est à la fin, l'offre et la demande finissent toujours par se rééquilibrer, mais temporairement, ça peut provoquer des variations totalement artificielles dans le prix. Quand d'un coup, tu as plein de gens qui se mettent à acheter des contrats futurs sur l'or, en te disant j'achète des contrats futurs pour $1,500. En gros, je mise que l'or sera à $1,500 dans 3 mois. Ça impacte psychologiquement aussi ceux qui vont investir sur l'or parce qu'ils se disent putain, il y a plus d'argent qui est mis à parier contre l'or que de l'argent qui va dans l'or. Bref, et donc ils peuvent manipuler les marchés avec cette façon-là parce que j'ai pas fini avec tous les mécanismes. Regarde, ils ont des mécanismes très chelous. L'assurance, c'est donc l'autre option qui est le ticket de réduction. Tu payes 20 centimes à ton copain pour avoir le droit, mais pas l'obligation, d'acheter sa tablette à 2 € dans 3 mois.
Okay? Si le chocolat monte à 5, tu utilises ton droit, tu achètes à 2 et tu revends à 5 et tu as gagné. Okay? Si le prix baisse à $1, tu laisses tout tomber, tu perds seulement tes 20 centimes et c'est comme une assurance ou un coupon à moins 50% en gros. Dans les deux cas, tu profites. Tu as compris le deuxième cas. Je vais l'expliquer parce que celui-là, il est connecté directement avec ce qu'on appelle un principe de leverage, un principe de levier. Okay? Et c'est ça la partie la plus bizarre du marché. C'est comme ça qu'elle appelle. Non, c'est... Non, dans les... Alors, on va aller directement. L'effet de levier, c'est comme utiliser une petite pompe à vélo pour gonfler un gros ballon. Avec peu d'effort, donc ton argent, tu arrives à contrôler quelque chose de beaucoup plus gros. Imagine que tu vas acheter une maison à 100 000 euros, mais tu n'as que 10 000 euros dans ta poche. Pardon pour l'orthographe, hein, le correcteur d'orthographe en ce moment, on va dire, il est au chômage. Sans levier, tu ne peux rien faire. Avec un levier, donc un emprunt bancaire ou chez un courtier, la banque te prête 90 000 euros. Tu achètes la maison entière, donc avec seulement tes 10 000 euros et une promesse de remboursement. Okay? Si la maison prend 10% de valeur, donc la maison tout d'un coup devient 110 000 euros, tu viens de gagner 10 000 euros sur ton investissement. Donc tu viens de doubler ton investissement initial de 10 000 euros. Okay? Mais si, parce que ça va dans les deux sens, si jamais la maison elle perd 10%, tu viens de perdre tes 10 000 euros qui sont la mise, et donc le 90% restant qui était posé dessus comme garantie, on va dire les 10% c'était la garantie, et bah, du coup ils te sont enlevés aussi, donc tu as tout perdu. Tu ne dois rien, par contre tu n'as plus tes 10 000 non plus. Vous comprenez ou pas? Ça multiplie l'effet des variations de prix. Donc, le truc, c'est que dans le marché, on peut faire ça jusqu'à fois 100. C'est-à-dire, avec 1 000 euros, tu peux faire du trading avec 100 000 euros. Avec un levier de fois 100. Quand tu dis genre moi, je peux le faire? J'ai 1 000 euros et puis il y a quelqu'un qui va me donner 100 000 euros alors que j'y connais rien? Le marché, il va te donner 100 000 euros. Il ne va pas te les donner, il va les fabriquer de nulle part parce que tout ça, c'est des paris. Tu vois? Le marché, il n'a pas besoin de cet argent-là, tu vois. Il fait les échanges en interne, tu es dans le casino. Le casino, il ne va pas se prendre de l'argent à lui-même. Donc, toi, tu mets $1 000, ok, 1 000 euros, avec un levier de 100. Et donc, avec 1 000 euros, tu es en train d'investir 100 000 sur une action. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si jamais ça monte même de 1%, tu as doublé ton argent. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça chute de 1%, bah, tu as perdu. Et c'est là le truc. Ça chute de 10%, je dois leur rembourser 10 000 euros, c'est ça? Non, parce qu'au moment où ça arrive au 1%, le compte est liquidé automatiquement. Tu ne peux pas perdre plus que ce que tu as misé. Et c'est justement ces liquidations qui provoquent ces chutes qu'on a vues avec l'or. Tu sais que j'ai expliqué au début. Une liquidation. Tu vois? Parce qu'en gros, il y a quelqu'un qui a misé, comme l'exemple que je viens de donner. Il a, avec $1 million, il a investi 100 millions de dollars dans l'or, en pensant que s'il fait 1% de plus, bah, il va doubler $100 millions en une heure, tu vois. Et le truc, c'est que bah, c'est allé dans l'autre sens et hop, il a perdu 1%, ce qui fait que son compte a été liquidé, mais son compte contenait dedans 100 millions. Et d'un coup, ces 100 millions, ils sont sur le marché disponibles pour qui veut les acheter. Enfin, ils sont à la vente. Non, ils sont vendus, ils sont liquidés automatiquement. Ils sont vidés dans le marché au prix où c'est. Pour que le casino ne prenne pas de risque de perdre ce que l'autre n'a pas pour payer, tu vois. Mais le fait que ce compte est liquidé, ça pousse le prix vers le bas. Et ça va faire liquider le compte de quelqu'un d'autre qui a fait la même chose. Et que lui, il était en train de gagner. D'un coup, pouf, il se retrouve perdant. D'accord. Et du coup, le sien va se liquider aussi, poussant le prix encore plus bas, ça va liquider d'autres. Et c'est comme ça, on appelle ça vraiment la chasse. Quelqu'un tire la chasse. C'est l'un qui entraîne l'autre. Et tout le monde se fait liquider à la fin. Et comme ça, le prix, il peut repartir à nouveau, les paris peuvent reprendre. Et le casino peut continuer à gagner de l'argent. Donc, est-ce que vous comprenez? Et dans toute cette histoire-là, ils ne doivent même pas forcément posséder l'or en question. Tout ça, c'est des contrats. C'est des contrats entre personnes qui se font confiance.
Et donc là, si on résume un petit peu toute la situation, là, tu as le général Flynn qui sort et qui pointe ça du doigt en disant c'est de la sécurité nationale, ces gens-là, on devrait les pendre par les couilles, en fait. C'est ça qu'il dit. C'est ça. Et c'est la première fois que c'est mentionné comme ça dans l'histoire. Jusqu'à là, ça a été c'est le plus grand cadeau de la finance, c'est la meilleure chose, mais sauf que c'est ça qui a permis la dérégulation totale des marchés. Parce que, prends l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin commence à partir en vrille. Ils avaient besoin d'une manière de calmer ça, tu vois, parce que ça commençait vraiment à partir en vrille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté les contrats futurs. Il était en train de décoller, partir à la verticale aussi. Ouais. Et là, il fallait calmer le truc parce que tu vois, ça commençait à devenir ridicule et même dangereux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert les marchés futurs. Et les marchés futurs, ils ont dit, nous, on a maintenant dans nos stocks 100 000 bitcoins. Et du coup, vous pouvez traiter les contrats futurs avec ces 100 000 bitcoins. Sauf que eux-mêmes, en interne, ils utilisent l'effet levier. Donc, avec ces 100 000 bitcoins, ils faisaient comme s'il y avait du trading pour des millions et des millions de bitcoins qui, en réalité, n'existent pas. Et donc, ils ont réussi à multiplier la quantité de quelque chose qui est limité. Tu vois? Et donc, l'exemple de Bitcoin, tu l'appliques dans plus ou moins tout ce qui existe, y compris dans les choses qu'on mange, qu'on consomme, etc. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'en ai exactement la même conclusion que sur RFK tout à l'heure, quoi. Ça, là, ce que tu viens d'expliquer, c'est un sujet un peu plus complexe. On en a déjà parlé 2-3 fois, mais c'est un sujet que je maîtrise pas très bien. Mais ça témoigne de l'absurdité absolue du système dans lequel on est. Je veux dire, il n'y a pas un système qui est moins adapté que ça à faire, à faire fleurir une civilisation, à faire prospérer une civilisation. C'est un système où, en gros, quand tu as besoin d'argent, il n'y a pas d'argent. Et quand tu n'as pas besoin d'argent, il y a 2 fois trop d'argent. C'est un système qui fait que, voilà, en une demi-heure, tu peux liquider des quantités phénoménales de pognon et tu sais même pas qui a fait ça, tu sais pas d'où le pognon il est, tu ne sais rien. Et c'est complètement absurde. Et la loi protège ceux qui s'amusent à ça. En tout cas, c'était le cas jusqu'à maintenant parce qu'il semblerait que le gouvernement Trump n'est pas très fan de toutes ces choses-là qui dérégulent complètement les marchés, tu vois. Et qui peuvent être utilisés comme armes aussi. Là, en l'occurrence, ils utilisent les contrats futurs et tout ça pour attaquer l'argent, mais pas l'argent-monnaie, l'argent, le métal, qui est utilisé dans la technologie, qui ensuite, ça a des implications sur le militaire et toute l'industrie de l'armement et tout ça, et la technologie. Et donc, ça peut être utilisé comme une arme. Et comme ça peut être utilisé comme une arme, forcément, ça entre dans le domaine de la sécurité nationale. Jusqu'à présent, les États-Unis utilisaient ça pour faire la guerre au reste du monde. Maintenant, apparemment, en interne aux États-Unis, ils n'ont plus trop envie de ça. Et vous savez, celui qui a dérégulé... fort sur le marché de ça, quoi. Et si vous regardez vraiment l'histoire, il y a une histoire très intéressante avec Bill Clinton. Il a les 2 pieds mouillés dedans, le bonhomme. Et je pense, alors là, c'est pure spéculation de ma part. Monica Lewinsky, c'était la manière qu'ils ont eu pour lui mettre la pression pour qu'il accepte la dérégulation totale des marchés. Voilà. Je pense. D'accord. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aussi, c'est les choses que Bill Clinton a... Ça existait avant, mais avec Clinton, on a enlevé toutes les barrières. Tu vois. Et c'est devenu vraiment le PMU des alcooliques de la richesse, tu vois. C'est tous ceux qui sont bourrés par l'argent, qui sont dépendants, qui sont... qui s'excitent devant des millions, je sais pas quoi, et qui existent que pour ça, et ils sont à fond là-dedans. Et ils n'avaient plus aucune limite, aucun garant, enfin, pas de un garde-fou. Il n'y avait plus de garde-fou. Et depuis, toutes les dettes publiques, elles sont parties. Bref. Alors, là, qu'est-ce qui se passe au final? Pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est bien de parler de tout ça. On a peut-être appris 2-3 trucs, mais pourquoi on parle de tout ça? Alors, je suis tombé sur une vidéo. Je vais vous mettre un petit extrait que j'ai trouvé super intéressant. Je vais mettre cet extrait, ok? On regarde ensemble. Ça parle de la fin du système monétaire tel quel, avec une dette inimaginablement grande et impossible à rembourser dans l'état actuel. Et il parle d'un scénario de comment cette dette pourrait être pas forcément remboursée, mais qu'on puisse retrouver un nouvel équilibre. Et il propose l'idée d'un nouveau Bretton Woods. Okay? On va regarder un petit extrait et vous me dites, on va essayer de voir ça ensemble, de comprendre ensemble. Le final.
Il y a cependant une voie possible, celle de la voie de la Turquie, que j'appelle le découplage entre le secteur privé et le secteur public. En gros, vous baissez les impôts pour couper le financement du secteur public au sens large. C'est ce que Trump essaie de faire, mais l'idée ne vient pas de lui, puisque Bush en 2000 et Reagan en 1981 avaient déjà tenté cette stratégie qu'un journaliste en 1979 avait évoquée sous le slogan « Starve the Beast » ou « Starve the Beast », affamer la bête. Donc le journaliste à l'époque parlait du système américain comme la bête. Vous comprenez, quand je vous dis que les États-Unis c'est la bête, okay, que Trump et l'OTAN et tout ce que l'Occident représente avec les États-Unis en tête c'est la bête, je ne le sors pas de mon derrière. C'est une réalité. C'est même les initiés eux-mêmes le savent entre eux, ils savent très bien de quoi il s'agit. Donc voilà, petite parenthèse. En bon français, affamer la bête pour qu'elle maigrisse. Alors si cette stratégie est restée assez soft aux États-Unis, il se trouve que Erdogan, en Turquie, a poussé l'idée bien plus loin en déconnectant les impôts du public et en laissant la livre turque aller au tapis. Alors sur le plan économique, ça a marché. La livre turque s'est effectivement effondrée, pas de souci là-dessus, tout le monde est d'accord. Et dans le même temps, les actions turques, donc des entreprises turques, ont grimpé de 4% par an en dollars. Et effectivement, pour y avoir passé un peu de temps en Turquie, l'économie du secteur privé va plutôt bien. Sauf qu'il y a un énorme prix à payer pour ça. Toutes les personnes qui dépendent de l'argent public souffrent terriblement. C'est l'inflation qui se charge de ravager la livre turque. Alors quand vous travaillez dans le secteur privé, vous vous en fichez pas mal car votre salaire est indexé sur cette inflation chaque semaine car l'économie privée ne dépend pas de la livre turque. Elle dépend de l'échange réel de biens et services. Les patrons ont donc de quoi faire suivre les salaires. Les entrepreneurs ont également leur trésorerie en or ou en dollars, et cela leur prend seulement un peu de temps le matin pour changer les étiquettes des prix en livres turcs. Donc, même pas mal. Par contre, quand vous êtes tamponneur de papier administratif dans une mairie ou retraité en Turquie, votre pouvoir d'achat s'effondre dramatiquement. Et là, c'est très violent. Alors, quelle est l'idée pour s'en sortir ? Eh bien, c'est que le secteur privé, petit à petit, se développe et absorbe les personnes qui étaient dépendantes de la dépense publique pour aller intégrer un job où le niveau de vie sera bien plus élevé. C'est comme ça que vous affamez la bête, pour reprendre l'expression américaine. Bah, c'est violent quand même. Bon, pour l'instant, en Turquie, ça tient, ça fonctionne. Après, Erdogan, c'est pas un enfant de cœur et je suis pas sûr que beaucoup de populations occidentales accepteraient ce niveau de coercition et de contrainte. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire, d'un côté, il te dit que Trump, il est en train de faire la même chose qu'Erdogan, mais il te dit que ce que Trump est en train de faire, ça peut provoquer des problèmes avec la population. Okay? Et dans les cas de changement violent comme ça, parce que là, on parle d'un changement d'un système, hein, ce qui aiderait beaucoup, c'est d'avoir les militaires dehors pour éviter à ce que le chaos se propage. Parce que je peux vous dire, en Albanie, quand il y a eu l'effondrement total de l'économie, le chaos, il s'est propagé, c'était le bordel. Hein. C'est pas bon à voir. Et si ça arrive aux États-Unis, ça veut dire que ça va arriver au reste du monde. Et là, on est parti en bordel mondial. C'est pas beau. Donc, là, en l'occurrence... il faut prendre la situation américaine dans son ensemble. C'est-à-dire que, ok, ce qu'il dit, d'accord, c'est vrai. Maintenant, il y a une énorme manne financière qui rentre aux États-Unis par tous ces tarifs douaniers. Et une partie de cet argent est redistribuée. Là, il y a les militaires, ils ont eu un gros chèque là, à Noël. Et ils s'apprêtent à couper l'impôt sur le revenu. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, il en parle. Il en parle, mais ça peut être une mesure que temporaire. Parce que ça peut conduire à deux possibilités. Soit les entreprises étrangères, elles vont déménager aux États-Unis pour éviter de payer les douanes et donc vont fabriquer directement sur place. Soit ils vont juste arrêter d'échanger avec les États-Unis. Et vu ce que représente la population américaine, la deuxième option n'est pas impossible, surtout que c'est un pays déjà développé, alors qu'il y a tous ces pays en développement qui représentent une clientèle potentielle beaucoup plus importante. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ils pourraient couper les ponts. En fait, cette histoire de douane, à un moment, les gens ils vont dire, écoute, ça nous emmerde, alors on ne veut plus avoir affaire avec les États-Unis. C'est possible. Et c'est pour ça que ça ne peut être que temporaire comme mesure. Oui. Oui, mais ce qui s'est passé objectivement, c'est que les entreprises, par exemple, allemandes, ont déménagé leurs usines, déjà pour beaucoup, les fleurons, aux États-Unis, à cause de l'énergie pas chère, moins de taxes, et donc du coup, la plus grande compétitivité. Donc, après, tout dépend de comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de dire, c'est que
Là, on est en train de passer à un système étatique, si vous voulez comprendre les grandes lignes de ce qu'il dit dans cette vidéo, un système étatique où l'État a beaucoup de force vers un système où l'État il va s'en prendre plein la gueule, ok, et on va passer de plus en plus vers le privé, ok. Ouais. Le privé, lui, il pourra faire face à cette transition parce que le privé dépend au niveau des échanges, alors que l'État, lui, il dépend de la valeur de la monnaie, et là, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est que nous sommes au début d'un changement. Dans cette vidéo, il explique un peu plus tard qu'avec leur dette colossale de 38 milliards de dollars, ils pourraient être en train de préparer un nouveau système, 38 000 milliards, pardon, système monétaire mondial, une sorte de Bretton Woods 2. D'ailleurs, Bretton Woods 2, vous avez compris ou pas? Non. L'image, Je peux pas comprendre. c'est Tiger Tiger Woods Woods. Ah, habillé en breton. ok, ok. Je l'avais pas. Non, je l'avais pas du tout là. D'accord, ok, ouais. Je suis concentré, ça- moi, j'essaie de comprendre. Ok, d'accord. Mhm. T'aurais dû C'est un rajouter Thierry golfeur. Breton quelque part. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais là, breton, habillé en breton et Woods, bon, voilà. Ok. Ouais. Pardon, excusez-moi, c'était une blague que je me suis faite. Et, voilà. Alors, Très private joke. il fait le parallèle avec les accords de Bretton Woods de 1944 qui ont imposé le dollar comme monnaie mondiale adossée à l'or à l'époque. Et il avance l'idée que les USA pourraient refaire un coup similaire aujourd'hui, mais cette fois en s'appuyant sur l'IA et le Bitcoin. Ce qu'il t'explique en gros, c'est que le problème que tu as quand tu changes les systèmes comme ça, tu sais, avec le Bretton Woods, après avec la fin de l'indexion de l'argent sur l'or et tout ça, ça crée beaucoup de problèmes au niveau des emplois, au niveau de la productivité, etc. Il dit, sauf que là, pour la première fois dans l'humanité, on est dans un cas où l'intelligence artificielle peut remplacer ça. Et elle peut continuer à produire, peu importe ce qui se passe avec la finance, tu vois. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'humain est en train d'être remplacé par les machines selon les modèles économiques. C'est on va vers un monde. Trump, en tout cas, il a décidé d'avancer vers un monde où il y a une grande évolution technologique qui va venir compenser au trou d'une chute financière américaine. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Oui, il compense la chute financière d'un système économique qui va nécessairement dans le mur par la création de tonnes de nouvelles richesses par le biais de tout un tas de nouvelles voies technologiques qui n'existaient pas encore il y a quelques années et qu'on va se développer aujourd'hui. Et donc, Oui, qui pourrait permettre... il y a l'autre aspect qui est important. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a eu un effondrement économique à l'époque en URSS, si tu veux, la convertibilité de la monnaie, globalement, vu qu'il n'y a personne qui avait confiance, c'était très complexe. Et soit on se retrouvait sans liquidité, soit on se retrouvait avec une liquidité qui ne servait à rien. Donc les gens, ils étaient payés en nature. Bon, bref, et ça créait pas mal de problèmes. Le truc avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas et des tas de postes qui pourraient être potentiellement remplacés, alors que l'IA, en termes de recevoir un salaire, elle s'en fout. Ce dont elle a besoin, c'est de l'électricité, globalement. C'est ça. Mais c'est aussi, on remarque qu'on est en train d'avancer vers un monde où l'État sera remplacé par l'IA. Et on a vu ça avec l'Albanie, premier pays avec un ministre IA. En gros, ce qu'il t'explique, c'est que dans ce genre de transformation, le public souffre énormément. Et tout ce qui est étatique et qui est financé par l'État, etc., il galère à mort. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis? On est en train de vivre un scénario où les gens vont perdre la confiance au milieu politique parce qu'ils vont voir que la corruption est énorme. Et donc, du coup, ça va emmener à table le sujet de, écoute, on ne va pas laisser des humains corruptibles, mettons une IA. C'est un peu l'idée qui est en train d'avancer, tu vois. Et je ne sais pas, pour moi, c'est un sujet trop gros, ça n'arrive pas à sortir, en fait, ça tire dans tous les sens. Moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est que face à cette hypothèse-là, que je trouve plausible, il y a en fait toute une gradation de scénarios, mais si on prend les deux extrêmes de ces scénarios, c'est en gros l'IA est utilisée pour pratiquement rien.
savoir, allez, on va utiliser l'IA pour gérer les feux rouges et pour gérer, tu vois, les trucs comme ça, les réseaux de trains et les trucs comme ça. Ou alors l'IA va être utilisée pour toutes les actions qui vont être prises. Et donc, en fait, dans un cas où, mettons qu'on utilise l'IA pour effectivement mettre tout un tas de gens qui ont des tâches qui aujourd'hui pourraient être remplacées par un système informatique, mais que ces tâches-là ouvriraient en gros, on peut aller vers soit une liberté de plus en plus grande, avec une liberté de produire, avec une liberté d'entreprendre, qui n'est pas complètement entravée comme on l'a en France et dans d'autres pays d'Europe par quand la personne qui décide de monter une boîte, tu vas nous donner 70% de ce que tu gagnes, et puis du coup c'est complètement anti. Comment on dit, incentive. C'est pas du tout une incitation pour les gens à produire. Et donc peut-être que dans un de ces scénarios, on se retrouvait dans une situation où l'économie est libérée de toutes ces contraintes, et donc ça donne plus de liberté aux gens d'entreprendre et de créer des choses. Ou alors, au contraire, on se retrouve dans une espèce de prison technologique. Et on est encore dans ce cas-là en face de ce fameux Y. Sauf que là, ici, tu sais qui choisit quelle branche du Y on va, quoi. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, parce que le truc, c'est que ce Bretton Woods 2, qui risque de se manifester dans pas très longtemps, il va prendre le dollar, il va le poser au Bitcoin. En gros, c'est le Bitcoin, le nouvel or, selon cette théorie-là. Et le fait est qu'il y a un projet qui s'appelle Bitcoin Act, que Trump a mis en place, pour que les USA achètent jusqu'à 1 million de Bitcoin. Alors, ce n'est pas acheter, parce qu'ils comptent cumuler cette somme-là par les Bitcoins saisis. Et qu'ils en fassent une réserve stratégique officielle comme l'or à Fort Knox à l'époque. Okay? Trump a déjà... aux criminels, aux terroristes et tout ça. Ils ont déjà saisi 200 000. Tous ceux qu'ils ont déclarés comme terroristes. Hein. Oui, voilà, bien sûr. Il paraît que Maduro en avait pas mal aussi. Bref, Trump a déjà créé une réserve de Bitcoin saisie, donc environ 200 000 Bitcoins. Et beaucoup pensent qu'ils vont commencer à en acheter massivement bientôt. Donc pour moi, non, ça n'arrivera pas. Les États-Unis, ils ont déjà plus d'1 million de Bitcoin. Mais bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que le fameux créateur du Bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto, qui est un personnage mystérieux que moi, je pense que c'est le Pentagone et la CIA, lui, au tout début, quand il a lancé le processus, il n'y avait personne qui minait. C'est lui-même qui a miné les 22 000 premiers blocs. Et ces 22 000 premiers blocs de la blockchain ont généré l'équivalent de 1,1 million de Bitcoin, qui, depuis, sont restés dans les portefeuilles, dans les mêmes portefeuilles qui n'ont pas bougé. Sauf quelques tests il y a très, très, très longtemps, tu vois. Mais du coup, il y a 1,1 million de Bitcoin qui appartiennent à un inconnu que personne ne connaît, okay, un inconnu total, et qui n'a pas déplacé ses fonds. Okay? Donc, il y a quelqu'un dans le monde qui a 1,1 million de Bitcoin actuellement, ce qui représente 130 milliards avec le prix actuel. Personnellement, je pense que si on avance dans cette direction-là, le prix du Bitcoin, ça se comptera avec 7 chiffres ou plus. Parce que je ne sais pas si tu le mentionnes, Léo, mais il y a une nouvelle d'aujourd'hui qui va exactement dans ce sens-là, c'est que Trump a annoncé qu'il allait être le nouveau responsable de la Fed. Donc apparemment, si j'ai bien compris, Powell, il dégage. Et le gars qui le remplace, dont le nom m'échappe tout de suite, le trait caractéristique qui sort de son profil, de tous les gens qui ont regardé un peu qui c'était qu'il est à fond pro-crypto-monnaie, notamment pro-Bitcoin. Et il aurait fait cette déclaration, à savoir, le Bitcoin, c'est l'or du 21e siècle ou quelque chose comme ça, quoi. En gros, il compare ça à de l'or. Donc, ça va exactement dans le sens de ce que tu es en train d'expliquer ici. Alors, c'est pas Trump qui a remplacé, hein, il a mis quelqu'un d'autre, un gars qui s'appelle Kevin Warsh. C'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Oui, non, c'est pas Trump le président de la Fed, il a nommé. Oui, voilà. Le nouveau président ça aurait été mignon, je trouve, perso. Mais, il aurait pu. Il pourrait. Mais en tout cas, je pense, quand je regarde cette nouvelle-là, et là, je vais choquer beaucoup de monde et on peut partir dans une conversation si vous voulez, c'est quand je regarde comment les pions sont placés, l'histoire de Trump ne commence pas en 2017. L'histoire de Trump, c'est la personne qui a été mise en avant pour porter sur lui la transformation. Mais il a été sélectionné pour cette mission-là qui a été mise en place par d'autres il y a bien longtemps. Parce que le Bitcoin, ça vient des États-Unis, c'est la CIA, c'est le Pentagone. Je mets ma main au feu. Voilà. Est-ce que je me trompe?
certains diront que je me trompe, moi je vous dis l'avenir nous le dira. Pourquoi Trump, il sélectionne le chiffre d'1 million de bitcoins comme une base valide pour les États-Unis, en sachant que c'est exactement la somme que Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du bitcoin, possède. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même dingue. Et ça voudrait dire que ce qui est en train de se passer avec Trump aujourd'hui trouve ses origines bien dans le passé. Ça, moi, personnellement, c'est une thèse que je m'approprie depuis longtemps, à savoir qu'effectivement, Trump, c'est la phase visible d'une opération qui date depuis des décennies et tout ça. Donc là, pour le coup, je suis pas choqué. Sur le coup du Bitcoin, je me fais cette réflexion dans la tête, c'est que le mec qui a la clé, parce qu'il y a bien un gars qu'il a la clé privée, qu'il a la clé, le mot de passe du portefeuille Bitcoin, quoi. Enfin, c'est plusieurs milliers de portefeuilles, c'est pas dans un seul portefeuille. D'accord, ok, oui. Bon, c'est plus intelligent que ça. Donc, ok, donc là, tu me rassures quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi un élément que j'ai eu une conversation avec quelqu'un récemment, on parlait de crypto, et il m'a apporté cette information que je trouve assez pertinente à prendre dans le sujet. Enfin, pas une information, mais cette hypothèse. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est la CIA qui a fait le Bitcoin que c'est toujours la CIA qui a le contrôle du Bitcoin. On a vu énormément de choses qui ont changé de main, tu vois. C'est-à-dire que t'as une grosse entité qui, à un moment donné, était néfaste, et à un moment donné, cette grosse entité persiste, perdure, mais change complètement de rôle dans cette espèce de guerre géante et multiniveau très complexe qu'on est en train de voir. Donc, est-ce que, à un moment donné, peut-être que le Bitcoin était comme je pense que, ou pas, bien sûr, ou pas, ou pas, parce que ça serait trop, ça serait trop, je sais pas, moi je vois une continuité logique en fait dans ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une continuité logique avec un système qui était déclaré mort déjà en 2008, tu vois. Il était déclaré mort et à partir de là, il était sous perfusion et maintenu avec des machines vivantes. Ça, tous les grands financiers le savent, tous les économistes comprennent ça. Et tous les systèmes qui nous permettaient de relancer l'économie ont été utilisés. Donc, si maintenant il y a un problème, c'est la fin. Sauf que cette fin, ça veut littéralement dire la fin du monde, ça peut déclencher des guerres, etc. Et il n'y a personne qui veut ça. Donc, on prépare une transition douce. Et cette transition douce ne se fait pas en quelques semaines, en quelques mois. Ça prend des années à faire. Et quand Q nous dit qu'on regarde un film, moi personnellement, après avoir regardé cet aspect-là de la chose, je me dis oui, on regarde un film de transition de pouvoir d'un monde où l'État avait une certaine autorité, un certain pouvoir, vers un monde où le privé prend le contrôle de l'État. Tu vois. Et on va vers une plutocratie qui n'est plus cachée. Parce que c'est quoi la bête? C'est quoi le truc qui a coûté cher à l'humanité? C'est ce qui a fini par prendre la forme du complexe militaro-industriel. Et les mêmes contrôlaient aussi la finance. C'est eux qui avaient créé tout le système. Tu vois? En gros, donc, la concentration du pognon, quoi. Parce que, je veux dire, oui, il y a le complexe militaro-industriel, mais Big Agriculture contribue largement à faire de la planète un endroit dégueulasse. Donc oui, là je suis d'accord avec toi, la concentration massive de capitaux dans les mains de quelques-uns qui ont de compte à rendre à personne est effectivement un gros problème. Mais les militaires sont pas tout seuls. Voilà, c'était juste une petite précision que je tenais à apporter. Je sais pas. Moi, j'ai pas de conclusion à emmener dans ce sujet-là, si ce n'est que pour vous dire que quand je regarde la charte de l'or, la charte du Bitcoin et le discours du général Flynn sur les marchés dérivés, tu vois, je me dis, waouh, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. C'est-à-dire, ce qui jusqu'à là était vu comme un moyen de profiter pour les riches est vu comme un problème de sécurité nationale. Et donc, ça veut dire que le marché est visé lui-même. Le marché lui-même, on va chercher à le purifier, entre guillemets, à le nettoyer de tous ces parasites qui vont venir foutre le bordel, tu vois. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on va ramener un système économique différent, qui fonctionne différemment, okay, qui n'est pas basé sur des réserves fédérales. En gros, la réserve fédérale des États-Unis sera les mineurs du Bitcoin. Et là, n'importe qui peut investir sur du matériel et miner du Bitcoin. C'est plus du tout la même histoire. C'est pas un petit groupe de personnes qui contrôlent tout, etc. Là, tout le monde peut devenir un participant. Mais le truc, c'est que
toute cette évolution qui paraît superbe, etc., ça pousse inévitablement vers un monde avec plus de technologie. Et vous savez quel est mon problème avec la technologie? C'est que l'autre jour, je vais chez des amis, invités pour le déjeuner, puis il y a un de leurs enfants qui descend, et l'enfant, je te jure, il avait ce regard un peu comme ça, là. Je sais pas si je le fais bien, mais avec un peu perdu, avec les yeux qui vont dans les deux sens, tu vois. Et ses yeux, il faisait limite comme ça, tu vois. Et il était dans sa tête, il était paumé, il nous a même pas vu qu'on était là. Il allait pas bien, le gamin. Il allait vraiment pas bien, tu vois. Et là, j'apprends qu'en fait, il joue tout le temps. Il est sur les réseaux sociaux tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle sur les écrans qu'il a chez lui. Il a un téléphone, il a un PC. Il a 12 ans aussi, tu vois. Et cet enfant, lui, il doit aller à l'hôpital. Il a besoin d'un médecin, il a besoin d'aide. Il est paumé, tu vois. Et je vois la technologie provoquer ça. Ça veut dire la technologie, c'est quelque chose que si on l'utilise sans mesure, elle peut nous détruire. Le problème, c'est que l'humain a systématiquement montré à travers l'histoire qu'il ne sait pas faire avec la mesure. Écoute, je vais te donner... l'excès de technologie est en train de tuer l'humain. L'humain est en train de devenir de plus en plus faible et la technologie est en train de devenir de plus en plus forte. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que cette solution on avance vers un monde, vers une économie plus super, machin, etc. Moi, ça me pose un problème parce que je trouve que ça nous amène vers un monde complètement déshumanisé. Voilà ce que j'en pense. Donc, tout le monde va glorifier la bête. Par rapport à la technologie, pas moi. Comment dire, je suis complètement d'accord qu'on a un vrai problème d'écran en Occident, surtout quand on voit la nature et la qualité des contenus qui sont sur ces écrans, qui poussent à l'abrutissement, notamment de la jeunesse. Je pense que il y a, on va dire, ce que tu dénonces qui rentre en jeu, c'est-à-dire l'irresponsabilité de l'humanité en général face à la technologie. Je pense aussi qu'il y a des psyops qui sont spécifiquement orientés vers la jeunesse occidentale et que, par exemple, en Chine, le contenu de TikTok est pas du tout le même que le contenu qu'on va avoir en France ou aux États-Unis. On va pas se mettre des bassines de glaçons sur la tête et on va montrer nos seins. On va plutôt motiver les gens qui construisent des trucs. J'ai vu des trucs de dingue. Il y a un type tout seul, il a construit avec des drones une espèce d'armée d'épées. Alors c'est des épées qui doivent faire 2 mètres de long en mode manga, tu vois, des trucs comme ça. Et il arrive à les coordonner avec sa main. Il a une espèce de gant. Il fait. Ce que je veux te dire, c'est que bon, en gros, ça sert pas à grand chose. Mais le niveau de connaissances d'ingénierie et de connaissances technologiques qu'il faut à un gars tout seul pour arriver à faire ça, c'est une opportunité qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent. Un gars tout seul ne pouvait jamais faire ça. Mais une opportunité pour quoi, en fait? Pour nous amener vers quoi? Aujourd'hui, je sais pas moi, avoir des compétences d'ingénierie, c'est quand même pour faire une technologie encore plus cool à laquelle on délègue encore plus de choses que nous-mêmes on perd après. On avance où avec tout ça, en fait? Est-ce que quelqu'un prend le temps de faire un pas en arrière et de dire « Attends une minute, les calculettes font que moi, je ne sais plus calculer. Les smartphones font que je suis devenu débile, tu vois, et que j'ai plus la capacité de me concentrer correctement, etc. » Et donc, cette superbe technologie, peut-être que... ce que je veux dire, c'est que je comprends, et c'est très entendable, et je vais même te dire, je vais pas... À titre personnel, je suis assez proche de ce que tu penses, toi. Maintenant, il y a un autre courant de pensée qui te voit l'univers comme une espèce de grande carte à découvrir, une espèce de terra incognita qu'on ne connaît pas, et que la prochaine étape de l'humanité, c'est d'aller partir... alors à la conquête, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas à la découverte de l'univers, à la découverte peut-être d'autres intelligences, et amener l'humanité à une étape qui sera qui fera que peut-être que dans 500 ans, on considérera ce qu'on est aujourd'hui comme... Tout ça se base sur une idée que l'humain est ce que nous on pense aujourd'hui qu'il est. Okay? C'est qu'on a compris ce qu'est l'homme, okay? Avec un grand H. Le problème, c'est qu'on ne sait pas seulement on ne sait pas, mais la question elle-même est taboue. C'est quoi l'homme? Tu poses cette question-là, on te dit tu te prends la tête, tu me prends la tête, pourquoi tu parles de ça? Non, mais excuse-moi, c'est quoi l'homme? C'est quoi les règles? On est en train de parler d'évolution, ok? Une évolution se fait dans quelque chose qui est contrôlé par des lois.
Un cadre, c'est un jeu, c'est un ensemble de lois qui posent un cadre dans lequel tu peux évoluer. Imaginons que l'humanité et la vie, c'est ça. OK? Mais dans ce cas, c'est quoi les règles? Vers quoi on avance? Parce que moi, j'ai l'impression que l'humain est en train de perdre tout ce qui faisait de lui un humain au fur et à mesure que la technologie avance. C'est comme ça que l'humain, je le vois. il devient le passager non seulement de sa vie, mais également de l'évolution de l'humanité. En fait, on est arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que le dernier pouvoir qui était l'humain, celui de créer en fait aussi bien par la pensée qu'ensuite par ses mains, etc. Il commence à passer entre les mains de la technologie. Voilà. Et là, il va être complètement non plus sujet, mais objet du destin global de l'humanité, de la planète, etc., qui sera maintenant entre les mains. Entre les rênes de l'IA, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est un énorme problème. Qu'est-ce qu'on devient après? C'est ça. Pas forcément de l'IA en soi, peut-être les gens qui programment l'IA, parce que l'IA en soi, elle n'a pas de volonté. L'IA, c'est un calculateur, en fait, qui fait juste des calculs plus compliqués au final. Oui, qui optimisera la trajectoire. L'IA n'a pas vraiment une volonté. L'IA a quand même on a montré que l'IA avait un instinct de survie et des choses comme ça. Et oui, je suis d'accord qu'il y a un scénario hyper flippant avec l'IA en mode Skynet. Je suis complètement d'accord avec ça. On a vu que c'est pas ça qui va se passer, hein. C'est plutôt l'idiocratie. C'est plutôt idiocratie que Skynet. C'est vers ça qu'on avance. Ce que je veux dire, c'est que si on continue dans la lignée dans laquelle on est aujourd'hui, on va vers idiocratie. Maintenant, il y en a eu des changements de trajectoire de l'humanité. Il y en a eu des changements qui sont souvent reliés à aussi des évolutions technologiques majeures qui font qu'on passe d'un paradigme à un autre paradigme.